Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où on va vraiment discuter de tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années concernant mon corps, plus particulièrement mon corps de femme. Alors, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout sur tout, il se peut même parfois que je fasse des erreurs. Je vais tout ramener à moi finalement parce que, en l'occurrence, on va parler que de mes expériences. Dans cette vidéo, on va parler vraiment de beaucoup de choses, de poitrine, de contraception, de cycle, de mycose, de cystite, d'infection urinaire, enfin, l'activité du corps féminin. Je précise aussi que si cette vidéo vous paraît un peu incomplète, c'est que je me donne quand même la permission de garder intime certaines choses que je n'ai pas forcément envie de développer face caméra. Je pense que vous comprendrez, j'ai vraiment envie de parler de ces choses que j'ai mis sur papier et Dieu sait qu'il y en a du papier. Oui, voilà, j'ai pas forcément envie de parler de tout, je suis pas forcément à l'aise avec tout non plus. Donc je me contente de parler ce avec quoi je pense que je pourrais vous être utile au moins pour quelque chose. Alors, la toute première des choses que j'aimerais aborder comme sujet, c'est tout ce qui est cystite, infection urinaire et mycose vaginale. Alors on va démarrer par l'infection urinaire qui est un trouble qui est vraiment très répandu chez les femmes. Ça existe également chez les hommes, mais physiologiquement parlant, la femme est quand même un peu plus impactée que l'homme. Pourquoi? Parce qu'une femme c'est creux, et étant donné que c'est creux, elle est un peu plus sujette justement à ce que les infections urinaires se manifestent. Donc les causes des infections urinaires, vraiment, elles sont multiples. La plupart du temps, enfin la plus répandue, l'excuse la plus répandue, c'est qu'on ne boit pas suffisamment. C'est même pas du tout une excuse, c'est complètement vrai. Si jamais vous ne buvez pas suffisamment, vous n'allez pas éliminer assez régulièrement les déchets qui peuvent rentrer dans votre vagin. Et même si on dit que le vagin se nettoie tout seul, il se nettoie aussi à l'action d'émiction, donc le fait d'aller uriner aux toilettes. Si jamais vous buvez moins, forcément vous allez aller moins aux toilettes et ça va permettre à l'infection de gagner un peu plus rapidement du terrain. Il y a également le fait de se retenir de faire pipi assez longtemps ou régulièrement. Donc ça, moi, c'était vraiment ce qui me causait, je pense, les infections urinaires. Moi, j'avais deux facteurs qui me causaient les infections urinaires et qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai pratiquement plus. Franchement, on peut dire que j'en fais peut-être une maintenant tous les 3 ans, donc c'est vraiment très appréciable par rapport à avant où c'était quand même assez... en un an, je crois que j'en faisais des dizaines. Du coup, le fait de se retenir de faire pipi, c'est vraiment pas bon du tout, étant donné que c'est un petit peu comme si vous ne buvez pas suffisamment, quoi. Ça veut dire que vous vous retenez, donc automatiquement, vous ne laissez pas votre vagin se nettoyer régulièrement grâce à la miction. Donc ça, c'est un grand problème, et c'est vrai que moi, je me rends pas compte, ou du moins, je me rendais pas compte, mais je me retenais constamment de faire pipi à tel point que ça devenait tellement automatique que ouais, je remarquais même plus que je me retenais de faire pipi en fait. Donc j'étais aux toilettes le matin, je mourais d'envie d'aller faire pipi, mais sous prétexte que la flemme il est tôt, je préférais me dandiner et me forcer à me rendormir pour pas aller au cabinet. Je sais même pas comment est-ce qu'il m'est pas arrivé des accidents dans le lit en faisant un truc pareil. Et enfin, une autre chose qui fait que vous pouvez avoir des infections urinaires, c'est le fait de ne pas aller faire pipi après les rapports sexuels. Donc déjà, je vais essayer de vous resituer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a les infections urinaires. Donc c'est causé par une bactérie qui s'appelle E. coli. Pas tout le temps, je crois, parce qu'il y a plusieurs types je pense qu'il peut y avoir plusieurs types d'infections, mais je sais pas si c'est tout causé par E. coli ou non. La plupart du temps, quand on parle d'infection urinaire, c'est causé par la bactérie E. coli, qui est une bactérie qui se situe dans les intestins. Et du coup, cette bactérie, elle ne doit se situer nulle part ailleurs autre que dans le côlon. Elle n'est pas en capacité de faire de bonnes choses ailleurs, on va dire. Et c'est vrai que pendant le rapport sexuel, de par les frottements, la forme phallique du pénis, les sécrétions, etc., les frottements, comme je viens de le dire, la sueur, la transpiration, il se peut qu'il y ait des ripages. Vous savez que l'anatomie féminine fait que le vagin il est quand même assez proche de l'anus. Et les ripages peuvent faire qu'on peut venir ramasser au passage des bactéries E. coli qui proviennent de l'anus et venir les mettre dans le vagin. Donc ça, que vous ayez des rapports protégés, non protégés, et même si vous utilisez des gadgets, vous n'êtes pas vacciné contre l'infection urinaire. Ça peut survenir, peu importe quand, peu importe comment, tant que vous avez un rapport. Sans compter aussi que le pénis de votre partenaire, si jamais vous avez des rapports non protégés, est porteur lui-même de plusieurs sortes de bactéries, pour peu que lui aussi ait une infection quelconque, et peut-être qu'il peut vous la transmettre. Ça, c'est encore autre chose, mais voilà, par précaution, il est vraiment vivement recommandé de toujours aller faire son petit pipi après un rapport quelconque. Donc personnellement, les choses que j'ai changées dans ma vie, c'est de toujours aller faire mon pipi après un rapport. C'est devenu un automatisme et je ne me retiens plus non plus de faire pipi. Dès que je sens que je commence à avoir envie de faire pipi, en fait, je cherche même pas à comprendre, j'y vais quand je peux le faire. Quand je peux pas le faire, je trouve une solution pour pouvoir aller faire le plus rapidement possible, mais je ne cherche plus du tout
à rester avec la sensation d'envie de faire pipi. Et je m'estime très contente parce que vous voyez, en ayant changé seulement ces deux facteurs-là, eh ben, j'ai pu me débarrasser, on peut dire efficacement, des infections urinaires. Et il faut savoir que les infections urinaires sont terriblement douloureuses. Si jamais vous ne connaissez pas les infections urinaires, laissez-moi vous raconter les joies de celles-ci. En gros, vous vous trouvez avec une sorte de pesanteur au niveau de la vessie qui peut se détecter peut-être 1 à 2 jours avant la vraie déclaration de l'infection urinaire pure et dure. Donc c'est plutôt à ce moment-là d'ailleurs que je vous conseille d'utiliser les remèdes naturels dont je vais vous parler juste après. Vous avez aussi un inconfort quand vous allez faire votre pipi, ça peut vous brûler pendant la miction ou en toute fin de miction. Personnellement, c'était souvent en fin de miction que ça me faisait très très mal, comme une impression d'urètre qui remonte, qui se fait tirer en l'air. Enfin, c'est une sensation qui donne les frissons. C'est terriblement désagréable. Et voilà, plus ou moins, vous pouvez aussi ressentir des brûlures. Enfin, chacun le décrit un petit peu à sa façon. Donc les infections urinaires, il faut savoir que ce que je peux moi vous conseiller en tout cas, c'est de ne jamais vous dire je vais la laisser guérir toute seule, ça passera. Non. Franchement, bon, je vais pas m'aventurer à faire des pourcentages, mais dans la majorité, voire même la plupart des cas, ça se termine toujours sous cure d'antibiotiques. Pas le choix. D'une simple infection urinaire, vous pouvez terminer avec une infection de la vessie, voire même avec ce qui m'est déjà arrivé aussi, une infection des reins, qui s'appelle la pyélonéphrite. Et ça, les amis, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas plus douloureux, enfin s'il y a plus douloureux, mais c'est extrêmement douloureux, vous avez une fièvre qui monte à 40, c'est vraiment pas une partie de plaisir. D'autant plus que si jamais vous laissez davantage traîner ou que la multiplication de vos bactéries est vraiment très très accrue, ça peut carrément même empoisonner votre sang, vous pouvez vous faire une infection du sang, une septicémie. Donc on va limiter ce genre de dégâts. Quand vous savez que vous avez un inconfort, ne vous dites pas ça va disparaître ou quoi ou qu'est-ce, non. Par contre, si jamais vous êtes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en tout début de désagrément, que vous êtes vraiment bien à l'écoute de votre corps, que vous sentez que vous frissonnez un petit peu, que vous pressentez quand même qu'il y a un petit quelque chose qui commence à arriver, ce qui moi en tout cas me fait vraiment beaucoup de bien et me permet aussi de patienter, hein. Forcément quand vous prenez rendez-vous chez le médecin, des fois il peut y avoir de l'attente sur quelques jours, donc pour patienter en attendant le rendez-vous, ce que je fais et qui fonctionne donc très bien, c'est une infusion très infusée, hein, par contre, de thym. Si jamais vous n'avez pas de thym, prenez des herbes de Provence, peu importe. Vous faites bouillir ça pendant très longtemps. Il faut vraiment que le rendu soit vraiment assez foncé, quoi. Et là, ce que je fais moi généralement, c'est que je m'enferme aux toilettes pendant environ une demi-heure. Je trouve que c'est vraiment au bout d'une demi-heure qu'on commence à être vraiment soulagé. Et là, on se purge. On boit, on fait pipi. On boit, on fait pipi. Et on n'arrête pas jusqu'à ce qu'on ait terminé la bouteille. Alors moi, je vous conseille de faire au minimum un demi-litre, au maximum de boire vraiment le litre sur une demi-heure. Et je vous assure que ça marche. Parfois même, ça peut suffire vraiment à ce que l'infection ne se déclare pas. Donc maintenant, on va parler des mycoses vaginales. Alors les mycoses vaginales, je pense qu'à la vieille école, on disait oui, si t'as des mycoses vaginales, c'est que t'es quelqu'un de sale. Or, en réalité, c'est même souvent plutôt l'inverse. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne avec une hygiène vaginale plutôt prononcée, vous déréglez un petit peu votre flore. Donc les mycoses, c'est un champignon, il peut aussi se développer à l'humidité, comme la plupart des champignons d'ailleurs, hein, qui se développent sous humidité. C'est vrai que parfois en fonction des vêtements qu'on porte, etc., quand ils sont très serrés, qu'ils laissent pas beaucoup passer l'air, et pour peu qu'on se soit mal essuyé en allant faire pipi ou en sortant de la douche, ça peut faire un véritable effet de serre. Et cet effet de serre peut justement favoriser le développement des mycoses. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ce champignon, ce fameux champignon qui provoque la mycose, c'est un champignon en fait qui est déjà présent dans le vagin, naturellement. Mais il ne prolifère vraiment qu'en cas de déséquilibre de la flore. Je l'ai expliqué déjà, mais je n'étais pas allée assez en profondeur. Donc outre le fait que des fois, on ait des vêtements qui soient pas très respirants, qu'on les porte très près du corps, qu'on s'essuie mal par exemple après le pipi, après la douche, il y a aussi le fait de se laver le vagin avec un produit qui va pas forcément avoir un pH adapté. C'est vrai que moi avant j'utilisais le gel douche pour tout faire, hein, visage, corps, la nénette, les fesses, sauf que voilà, maintenant j'essaie de faire un peu plus attention à ce que je mets et où je le mets, parce que c'est vrai que le visage a ses problèmes, le corps a ses problèmes et ses besoins aussi, et en bas c'est exactement pareil. Donc les symptômes de la mycose vaginale, ça va être plutôt une sensation de brûlure, de démangeaison assez intense, hein. Le prurite il va être vraiment intense, vous allez ressentir un besoin vraiment de gratter mais avec intensité. Vous allez aussi avoir des pertes un peu plus abondantes et avec un aspect
un aspect de l'écaillé, comme on dit. Donc je sais qu'il y a 8 ans, il fallait encore passer par le généraliste pour qu'il nous prescrive un traitement avec des ovules, parce qu'il n'y avait que ça qui pouvait vraiment efficacement traiter les mycoses vaginales. Mais passé ces 8 ans, eh ben, il y a eu une loi qui a fait que maintenant vous pouvez vous en procurer directement en pharmacie, et je trouve ça révolutionnaire, et j'espère vraiment qu'un jour on pourra en faire de même pour les infections urinaires, parce que c'est tellement courant, répandu, qu'il faudrait qu'on ait toujours ça en fait à notre disposition sans forcément passer par le médecin, parce que parfois le médecin, 3 jours d'attente, merci quoi. Voilà, donc ça c'était vraiment le chapitre mycose vaginale, infection urinaire. Maintenant on va parler de tout ce qui est contraception et acné, et oui, ça peut être lié. Donc je pense que vous connaissez un peu la chanson, surtout si vous me suivez depuis un certain temps ou que vous êtes déjà tombé sur mes précédentes vidéos. L'acné, j'en ai depuis que j'ai 6 ans. Ouais, c'est grave, j'ai de l'acné depuis que j'ai 6 ans. Ça a commencé par des comédons, par des points noirs, et puis ensuite ça s'est développé en acné. Et ça m'a vraiment beaucoup abîmé la peau. Je pense que j'ai à peu près tout essayé pour me débarrasser de l'acné. Aujourd'hui, ça va quand même largement mieux, même si j'ai la surface de ma peau qui est légèrement grêlée quand on regarde de très près. Mais voilà, vous connaissez mon histoire avec l'acné. Donc j'ai l'impression d'avoir fait une investigation tout le long de ma vie pour connaître un petit peu la cause de cette acné. Je suis allée voir des dizaines, sans vous mentir, des dizaines de dermatologues différents. Je crois que tous les dermatologues de ma ville et alentours me connaissent parce que je suis allée partout. Puis avec le temps, les années, voilà, je suis tombée enceinte de mon premier enfant à l'âge de 20 ans et demi. Et à 20 ans et demi, pendant la grossesse, je me suis aperçue que tout à coup, waouh, la peau, nickel, super belle. Et là, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je deviendrais pas une femme par hasard, là? Je pensais que mon corps, il était en train de réaliser, sous l'effet de la gestation, en fait, que désormais, j'étais plus adolescente et que tout ce qui était hormonal, finalement, parce que vous allez voir que c'était purement un problème hormonal, eh bien, était en train de se résorber, de se mettre en place. Ensuite, j'ai accouché, je pense avoir profité peut-être de 2 mois de répit avec une très belle peau, et ensuite, au bout de 2 mois, rebelote, je me suis retrouvée avec la même acné qu'avant, si ce n'est pire, et ça perdurait. J'avais encore espoir que ça se calme par la suite, mais honnêtement, comme ça, en l'état, ça ne se calmait pas, j'avais toujours autant d'acné. Ensuite, les années ont passé, je suis tombée enceinte de mon 2e enfant, et là, l'histoire se répète, c'est-à-dire que je reprofite d'un visage vraiment un beau teint dégagé, plus de boutons, tout avait séché, tout était parti, j'étais vraiment très contente. Et là je me suis dit, il y a quand même peut-être un point commun. Pourquoi est-ce que c'est que lors de mes grossesses que vraiment ma peau va mieux? Et on sait tous et toutes que les femmes enceintes sont bourrées d'hormones. Et je me suis dit, ça doit être grâce à ces hormones-là de grossesse que mon acné se barre en fait. Et il n'y avait vraiment que ça, aucun autre traitement qui réussissait à me faire aussi bien partir l'acné que les hormones, quelque chose d'aussi simple. Et c'est précisément après cette 2e grossesse que je me suis dit, ok, là c'est bon, il faut absolument que je prenne une pilule qui va m'apporter justement les mêmes hormones que pendant la grossesse. Donc j'ai fait tout mon tralala. Mais par contre, depuis cette année précisément, figurez-vous qu'il y a 2 nouvelles pilules qui sont sorties et qui méritent réellement qu'on s'y intéresse. En tout cas moi, personnellement, elles m'intriguent énormément et je pense que je vais approfondir un petit peu mon exploration à propos de celle-ci. Ce sont des pilules qu'on appelle des pilules à double emploi. Donc elles sont d'un côté à la fois anti-acné et à la fois anti-gestatif. Et je trouve ça génial, d'autant plus que ce sont des pilules 4e génération. Cette pilule, elle traite les acnés modérés, donc c'est quand même assez intéressant. Donc il y a quand même moyen d'avoir des effets notables sur le visage. Pour pouvoir vous faire prescrire cette pilule, il faut impérativement passer par une consultation, que ce soit avec votre gynéco, votre généraliste ou votre dermato même. Il faut toujours demander si ce genre de pilule peut vous correspondre. Alors d'après ce que m'a dit mon gynéco, il existe 2 styles de plaquettes. Vous avez la plaquette 21 jours et vous avez la plaquette 28 jours qui sert essentiellement pour les filles peut-être, je dirais un peu comme moi, un peu tête en l'air, qui ont tendance à pas trop savoir à quel moment reprendre leur pilule après leur cycle. Donc en fait, les 7 derniers cachets de la pilule, ce sont des placebos, c'est voilà... Ça vous permet en fait de prendre la pilule en continu, comme ça, sans se soucier de à quel moment est-ce que ça va être bien, à quel moment est-ce qu'il faut pas. Parce que voilà, on compte plus le nombre de femmes qui tombent quand même enceintes sous prise de pilule, peut-être par manque de connaissances aussi, qui font que elles savent pas exactement quel jour précisément est-ce qu'elles doivent se remettre à reprendre la pilule. Enfin voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et dernier petit avertissement aussi, n'oubliez pas que une pilule ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. C'est vraiment quelque chose qu'il faut imprimer et c'est surtout quelque chose que beaucoup de gens ne savent toujours pas aujourd'hui. Le prix de ces pilules-là, c'est entre 25 et 30 € pour 3 mois, donc
on va dire un prix traditionnel hein, de n'importe quel type de pilule. Enfin voilà, moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça maintenant depuis quelques années et ça ne me choque pas. Ces pilules-là, elles sont pas remboursées par la Sécu, mais par contre, elles peuvent être prises en charge par certaines mutuelles. Donc ça demande à ce qu'on vérifie quand même au cas où, parce que ça peut être intéressant encore plus dans ces cas-là. Maintenant, je vais vous parler des cycles et des protections. Donc moi, je me rappelle encore très bien à quelle date est-ce que j'ai eu mes règles, hein, parce que c'est une date un peu éclaireur, un peu phare. Je les ai eues le 25 décembre, par contre, je sais plus l'année, 2003. Donc j'avais 12 ans à cette époque-là. Donc à l'époque, hein, mes protections pour mes règles, c'était essentiellement des serviettes hygiéniques, parce que maman mettait des serviettes hygiéniques et que je me servais un petit peu dans son stock. Ensuite, je pense que peut-être un an après, j'ai entendu parler, j'ai découvert ce qu'étaient des tampons. Je connaissais absolument pas les tampons, mais mes copines en parlaient et je les ai pas utilisés immédiatement. Je crois que j'ai commencé à mettre des tampons après la toute première fois que j'ai eu un rapport sexuel. Alors, je pense que c'était ça un peu qui me bloquait, qui me faisait me dire que je pouvais peut-être pas mettre ce genre de truc. Et c'est vraiment après le premier rapport que là j'ai commencé à mettre des tampons, occasionnellement, quand je devais aller à la piscine, à la mer ou quelque chose comme ça. Et pour finalement n'utiliser plus que des tampons à 18 ans révolus. Donc à 18 ans, je sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis dit... J'en ai marre des serviettes hygiéniques, on n'est pas à l'aise dedans, on est tout le temps mouillé, ça se salit vite, enfin, j'aimais pas cette sensation de contact direct avec les sécrétions. Tandis que là, c'était un Tampax, c'était inséré à l'intérieur, on l'oubliait le temps de quelques heures, on se changeait. Enfin, je trouvais que c'était la solution la moins contraignante. Donc si je m'orientais vers ces solutions, c'est simplement par habitude, hein, vous l'aurez compris, je faisais de la reproduction. Ma mère faisait, donc je faisais. C'était logique. Puis au fil des années, avec mon indépendance, etc., quand je me suis mise à habiter toute seule et que j'ai commencé à un petit peu faire mes petites popotes sur internet, c'est là que j'ai commencé à entendre parler des cups menstruels. Ma première réaction quand j'ai entendu parler de ça, c'était... Je trouvais ça sale, je trouvais ça extrêmement sale en fait, je trouvais pas ça hygiénique du tout, je trouvais ça bizarre. Pour moi, tout ce que tu mettais comme ça à l'intérieur pour tes cycles, il fallait que tu le jettes. Je me voyais pas réutiliser un truc pareil, et puis je me disais mais comment tu vas mettre ça à l'intérieur de ton corps? Comment tu vas le ressortir? J'étais juste pas prête à accueillir cette information. J'étais pas assez mûre pour le progrès, quoi. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a parlé de plus en plus des traitements qui étaient réservés à toutes nos serviettes hygiéniques, nos tampons, notamment les blanchiments au chlore, et j'en passe et des meilleurs. Sans parler des autres traitements chimiques, des perturbateurs endocriniens, enfin bref, toutes ces choses nocives finalement que tu mets en contact direct avec une zone extrêmement sensible de ton corps. Des muqueuses qui plus est, qui sont vraiment en contact quasi direct avec l'intérieur du corps. J'ai commencé à prendre conscience finalement. Et c'est en prenant conscience de ces choses-là au fur et à mesure du temps que je me suis dit, vas-y, stop, sors de ta zone de confort, essaie de revoir un petit peu tes habitudes et tes priorités. Et c'est comme ça que j'ai fini donc par m'orienter sur la fameuse cup dont tout le monde a au moins entendu parler au moins une fois, je pense. Donc qu'est-ce que c'est qu'une cup? C'est tout simplement un petit récipient conique. Donc c'est en silicone, donc il paraît que le silicone c'est antimicrobien, antifongique, voilà. Donc ça peut limiter considérablement les problèmes, c'est très bien toléré par le corps qui plus est. Et donc le principe de cette cup, c'est de l'insérer dans le vagin, et plutôt que d'absorber vos flux sanguins, ça va tout simplement les réceptionner. Voilà, comme dans un petit godet. Et le principe, ça va être ensuite d'enlever, de vider le contenu de la cup, de la laver et de la remettre. Et vous pouvez faire ça durant des années. Vous limitez les déchets, vous limitez les problèmes dans votre corps. Et très sincèrement, j'ai été bluffée quand j'ai essayé ça pour la première fois parce que j'avais d'énormes a priori. Je me suis dit, vas-y, tu testes, achète-en une pas trop chère pour pas regretter si jamais demain tu la remets plus. Et très sincèrement, ça s'est super bien passé. Dès que je l'ai mise pour la toute première fois, paf, elle s'est ouverte d'un coup à l'intérieur, elle s'est placée nickel, je ne la sentais pas. Et autre avantage aussi, c'est que vous pouvez, à moins d'avoir des flux sanguins très importants, vous pouvez vous permettre, je trouve, de garder la cup un peu plus longtemps qu'un tampon ou qu'une serviette hygiénique. Et ça c'est cool aussi parce que t'as moins souvent besoin de te changer. Par contre, il y a quand même un petit inconvénient. Moi en tout cas, je sais pas pallier à ce problème pour le moment, donc si jamais vous avez des conseils, donnez-les-moi, c'est avec grand plaisir. C'est quand t'es dans un lieu public et que tu as besoin de te changer, tu fais comment? Parce que t'es obligé quand même d'aller au lavabo, de vider le sang de ta cup dans le lavabo, pour peu qu'il y ait des gens autour, c'est très délicat. Ensuite il faut que tu retournes au cabinet pour la remettre. Enfin, c'est vrai qu'en public il faut vraiment prévoir le coup, je pense, de la vider juste avant de sortir, ou voilà, je pense qu'il faut apprendre à s'organiser. Non, je sais pas exactement comment gérer ce problème. Ensuite on va parler maintenant du périnée. Alors le périnée, jamais entendu parler avant d'avoir des bébés, jamais entendu parler.
Donc le périnée, c'est un petit muscle qui se situe, on va dire, entre le vagin et l'anus, mais c'est surtout un muscle pelvien qui soutient en fait votre vessie, qui vous aide aussi à vous retenir de faire pipi en quelque sorte, et des trucs comme ça. Et c'est vrai que ce muscle, chez nous les femmes, il peut se retrouver très endommagé après les grossesses. Voilà, c'est vraiment avec la pesanteur et même avec la délivrance, être un muscle qui en prend vraiment plein la figure. Et très malheureusement, ça a été mon cas, c'est-à-dire que lors de mon premier accouchement, je me suis retrouvée à avoir des fuites urinaires assez importantes, qui se sont plus ou moins stabilisées, mais je suis pas sortie d'affaire, j'ai toujours à l'heure actuelle des fuites urinaires. Ce que j'entends par fuite urinaire, c'est-à-dire que si jamais tu te mets à rigoler un petit peu trop fort, et tu vas lâcher quelques gouttes dans la culotte. Si jamais tu portes quelque chose aussi qui est un peu lourd, pareil, le fait de porter, de forcer, va te faire pipi un petit peu, quelques gouttes sur toi. Pareil, si tu éternues ou si tu tousses un peu fort, tu peux lâcher des gouttes. Une fuite urinaire, clairement, c'est ça. Donc on peut tout à fait pallier le problème en allant faire des séances de kiné ou bien même chez votre gynécologue qui va vous aider à remuscler le périnée parce que c'est un muscle qu'il faut absolument stimuler. Il paraît qu'il est jamais trop tard pour stimuler le muscle du périnée. Écoutez, depuis que j'ai pris conscience que chez moi j'en avais un ras-le-bol de ces fuites urinaires et que j'ai essayé de faire 2-3 trucs, ça n'a pas changé grand chose. Et c'est peut-être assez inquiétant d'ailleurs parce que, à ce qu'on dit aussi, il paraît que en vieillissant, ça va de mal en pis. Ça peut dégénérer, on va dire, sous forme carrément d'incontinence. Tu peux même finir par faire une intervention justement pour t'aider un peu à retenir un peu tout le bazar en bas parce que ça se déglingue et ça part complètement en sucette. Donc voilà, fuite urinaire concernant ma première grossesse. Et lors de la seconde grossesse, alors là c'était encore plus grave, c'est que je me suis retrouvée incontinente pendant 1 mois entier, 30 jours. 30 jours à me faire pipi dessus, tous les jours. J'étais dans la rue même des fois. Je ne pouvais absolument pas aller, je me rappelle, de chez moi jusqu'à la voiture qui était garée devant l'immeuble. C'est-à-dire que rien que le fait de sortir, d'avancer, de faire quelques pas, même si je prévoyais de faire pipi avant, en fait je ne savais jamais à quel moment j'avais envie de faire pipi, ça coulait tout seul. Donc j'ai porté des couches pendant longtemps, ensuite ça s'est remis tout seul normalement, mais par contre les fuites urinaires, voilà, j'ai toujours des fuites urinaires. Hein. Alors pourquoi est-ce que je suis jamais allée voir le gynécologue après les accouchements, ou pourquoi est-ce que c'est vraiment une fois que le mal était fait que je me suis dit tiens, et si je m'occupais un peu du périnée? Simplement parce que je pensais que c'était des manières en fait. Je sais qu'autour de la grossesse, maintenant on fait beaucoup plus de manières qu'avant, alors c'est tout à fait justifié peut-être. Moi j'étais restée dans cet état d'esprit de oh, les grands-mères, les mères, les arrière-grand-mères, elles faisaient pas tous ces trucs-là et pourtant, elles ont jamais eu de problème, quoi. Là, encore une fois, je pense que c'est le manque de dialogue qui a fait que j'ai pu penser une chose pareille. Y a des femmes qui s'en sortent très bien sans aucune séquelle de leur accouchement au niveau du périnée, mais il reste quand même une majorité de femmes qui rencontrent ce genre de problème. Et je trouve que c'est bien quand même de faire un peu de prévention aussi là-dessus, surtout venant de la part de quelqu'un qui a complètement négligé tout ça et qui aujourd'hui se retrouve un peu embêté avec ses fuites, quoi. Et pour terminer, parce que waouh, ça fait beaucoup longtemps que je filme là, on va parler de poitrine. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur la poitrine? Quand même certaines choses, hein, et pas des moindres. Donc depuis l'adolescence, je pense qu'autour de moi, j'entends constamment parler de cancer du sein et surtout de l'importance de se faire dépister. Alors c'est vrai que étant jeune fille, toute jeune fille, adolescente, c'était carrément pas ma préoccupation. Je me disais ça n'arrive qu'aux autres, hein. Ça c'est quelque chose qu'on se dit des fois souvent, ça n'arrive qu'aux autres. Mais on est tous l'autre de quelqu'un aussi. Ça, il faut le savoir. Et en fait, j'ai commencé à me préoccuper du cancer du sein de par la forte croissance qu'il y a depuis ces dernières années. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je me rappelle que quand j'avais peut-être moins de 10 ans, aux alentours de 10 ans, quand on entendait quelqu'un avoir le cancer dans notre entourage, on était ébahis parce que pour nous c'était vraiment le mal rarissime qui était tombé, la faute à pas de chance, vraiment le destin qui s'acharne. Sauf qu'aujourd'hui, franchement, presque tout le monde a un cancer maintenant. C'est hyper alarmant, hyper inquiétant. Et c'est la prise de conscience en fait qui m'a fait dire il faut vraiment que je surveille cet aspect de mon corps. Donc un petit geste que je vous conseille quand même d'adopter et que ça devienne assez rituel, assez routinier chez vous, c'est en vous douchant. Il faut que vous appreniez vraiment à faire les gestes pour commencer à sentir s'il y a quelque chose qui serait peut-être un peu inquiétant ou pas dans votre poitrine, quelque chose de suspect, à savoir que vous allez toujours passer par 3 étapes, hein, parfois plus, mais la première étape ça va être votre doute, votre suspicion parce que vous avez senti quelque chose ou parce que vous voyez un changement au niveau de votre poitrine. Ensuite il va y avoir la vérification chez votre médecin généraliste et ensuite il va y avoir la mammographie, la biopsie, voilà, qui va vraiment faire la confirmation de tout ce pré-dépistage on va dire. Donc voilà, sous la douche, moi je vous conseille de le faire. Pourquoi
sous la douche parce que sous la douche vous êtes mouillé, vous êtes savonneux, le doigt glisse un peu mieux, vous pouvez mieux sentir sans vous faire mal si jamais il y a des anomalies dans le sein en fait. Et comme sous la douche vous y êtes quand même plusieurs fois par semaine normalement, vous devez quand même assez régulièrement être capable de sentir s'il y a quelque chose qui se développe ou pas. Donc finalement le premier dépistage il passera toujours par vous en quelque sorte. Sauf cas très exceptionnel où vous allez découvrir un cancer du sein un petit peu au hasard. Mais en principe voilà ça passera toujours par vous donc franchement, c'est une grande responsabilité qu'on a sur les épaules, soyez vraiment très attentifs. Et je recommande aussi aux femmes qui se sont fait refaire la poitrine comme c'est mon cas, moi j'ai eu 2 fois la poitrine de refaite, une première fois parce que je voulais réparer les dégâts de grossesse, et une seconde fois parce que la première fois c'était du n'importe quoi. Donc il y a eu 2 passages quand même hein, dans ma poitrine, et quand je me palpe, j'ai des tissus qui sont peut-être comme les vôtres, c'est-à-dire on sent que ça a été coupé, on sent qu'il y a des tissus cicatriciels en fait, donc vous avez des petits creux, des petites bosses, ça peut être mou à certains endroits. Voilà, la poitrine n'est clairement plus comme avant. Donc ça peut induire en erreur. Ça peut réellement induire en erreur si jamais vous touchez comme ça. Vous pouvez passer à côté de certaines choses. Donc c'est pour ça que je recommande quand même de faire des mammographies de temps en temps. J'irai pas jusqu'à vous dire 1 fois par an parce qu'il paraît que les rayons comme ça 1 fois par an c'est pas très bon. Mais je vous conseille au moins 1 fois par an on va dire d'aller faire regarder votre poitrine par un gynécologue idéalement ou un médecin généraliste qui saura faire le dépistage et qui, dans un premier temps, saura vous dire si c'est nécessaire ou si ce n'est pas nécessaire. Et en fonction, après, vous pourrez aller faire une mammographie si vraiment il y a suspicion. Et dernier petit conseil pour conclure cette très longue vidéo, et d'ailleurs un grand merci si vous êtes encore là après tout ça, c'est que en ce qui me concerne, encore une fois, tout ce qui est rendez-vous médical, les contrôles, les check-up, enfin bref, tout ce qu'il y a à faire, je le fais toujours vers la rentrée, enfin période automne-hiver. Voilà, entre le début de l'automne et le début de l'hiver. C'est toujours dans cette période-là que je marque à fond des rendez-vous. Comme ça permet de se mettre l'esprit tranquille pour attaquer la nouvelle année. Comme ça n'empiétera pas non plus sur les beaux jours, hein, tout simplement. Ça n'empiétera pas sur les beaux jours. À savoir aussi que si jamais vous faites des contrôles et que vous avez des traitements médicamenteux à prendre ou quoi que ce soit, des fois c'est photosensible, donc on peut pas se mettre au soleil, c'est encore plus contraignant. Donc là au moins vous faites tout automne-hiver, vous êtes débarrassé une bonne fois pour toutes et il faut que ça devienne un réflexe, que ça devienne routinier et vous verrez qu'une fois que vous l'aurez intégré à votre routine, ça deviendra tout juste normal en fait de faire ça et ça vous met à l'abri pour pas mal de problèmes. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura appris certaines choses. Si jamais vous avez vous-même des expériences à partager, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Je vous fais un immense bisou et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!